L'énigme des allumettes. Audiobookscape. Chapitre 9. Lucie se frotta les paupières. Le chauffage de sa vieille Ford peinait à supprimer la buée à l'assaut du pare-brise. Le mois précédent, des crétins avaient cassé l'antenne radio sur le toit et, cerise sur le gâteau, des gouttelettes perlaient à présent à l'intérieur de la voiture. Avec son salaire de lieutenant et les primes, elle avait cru pouvoir vivre plus aisément que dans son petit pavillon de Malo-les-Bains. Mais l'île était une ville chère et les loyers hors de prix. Sans compter les frais de nourrice qui mangeaient de plus du tiers de ses revenus. Alors, pour une nouvelle voiture, elle pouvait toujours rêver. Cela faisait une demi-heure qu'elle roulait en direction de Valenciennes. La pluie ne faiblissait pas. Au loin, elle aperçut enfin les lumières d'un périmètre de sécurité. Elle s'approcha encore. Des pompiers et des gendarmes, trempés comme des gardiens de phare. Derrière eux, 2 véhicules encastrés, œuvres de gomme et de métal plissé. Lucie se gara sur le bas-côté, derrière une autre voiture, et boutonna son caban jusqu'au cou. Elle récupéra une lampe dans son coffre et un K-Way qu'elle déploya au-dessus d'elle. Elle se dirigea en courant vers un pompier. Lucie Hennebel, police judiciaire de Lille. L'homme tendit le bras en direction de la forêt. « Par là !» cria-t-il. « En face, à 300 mètres. Il y a un collègue à vous. » « Et l'accident ? Que s'est-il passé ? » « Une branche, sur la route. Véhicule en choc frontal. On désincarcère encore. Des morts ? 2. Je vous laisse. On n'a jamais vu un temps pareil. On est débordé depuis hier. » Lucie enfila son K-Way. Une dizaine de personnes s'activaient, d'autres, quelques mètres plus loin, observaient. Silhouettes sombres enfoncées dans la nuit. Il en fallait toujours, à proximité des accidents. Des consommateurs de morbidité, venus de nulle part. À la lueur de sa lampe, elle s'engagea sur un chemin boueux à travers les arbres. Que faisait-elle là, loin de ses gamines? Tout était allé si vite. Elle pensa au calvaire qu'avait dû vivre Manon, paumée, incapable de se repérer, avec cette seule phrase au creux de sa main. PR de retour. Peut-être de l'automutilation, pour se forcer à fuir, et comprendre la raison de cette fuite. Lorsqu'elle parvint au refuge, ses rangers et son jean étaient noirs de boue. Greux discutait avec 2 gendarmes en uniforme à l'abri sous le porche de la cabane. Lucie les salua en retirant son K-Way. Elle secoua ses cheveux et tenta de s'égoutter au mieux. « Attention où vous mettez les pieds !» la prévint l'un des gendarmes au moment où elle poussait la porte. À peine pénétra-t-elle à l'intérieur qu'elle aperçut comme une mer ondoyante, jaune et rouge. Elle s'immobilisa. « Des allumettes !» fit Greux qui la suivait, une puissante torche à batterie à la main. Je ne pense pas en avoir utilisé autant dans toute ma vie de fumeur. Les petits morceaux de bois tapissaient les 3/4 de la surface du sol. Combien y en avait-il? Des milliers. Dans un angle de la pièce, Lucie repéra des cordes. Elle releva la tête. Sur le mur de gauche, cette phrase peinte en rouge, avec une substance qui ressemblait à du sang. « Ramène la clé, retourne fâcher les autres, et trouve dans les allumettes ce que nous sommes. Avant 4 heures. » Lucie remarqua des traînées de boue sur le côté. « Ce sont eux qui ont piétiné, » murmura-t-elle. « Bah ouais, » répliqua le major. « Ils ont débarqué un peu avant nous, mais ça va, ils ont fait gaffe. Ils n'ont pas trop pourri l'endroit. La scène est intacte. »« Et toi, tu es venu seul ? Vous n'avez pas vu Adamkiewicz sur la route ? Il est resté près de l'accident. Il y a 2 morts. Il essaie de voir s'il n'y a pas de rapport avec tout ce bordel, même si c'est improbable. Enfin, vous le connaissez, toujours à fourrer son nez partout. » Greux se moucha et demanda « Vous pouvez enfin m'expliquer ce qu'il se passe ? C'est qui cette Manon Moinet qui croit dur comme fer que sa mère est vivante alors qu'elle est morte depuis des plombes ?» La jeune femme résuma la situation à son collègue. L'errance de Manon, les urgences, l'amnésie. « Ça, c'est une sale histoire », conclut Greux en lissant sa moustache.
Lucie agita son portable entre ses doigts, les lèvres serrées. Son jean mouillé lui collait à la peau. Une sensation très désagréable. Bon, il faut figer la scène, j'appelle l'astreinte du LPS. Qu'il nous envoie une équipe pour les prélèvements primaires, en attendant qu'il fasse plus clair. Vous êtes sûr? Les IJ6 n'aiment pas trop qu'on les dérange la nuit. On n'a pas de corps. La séquestration est punissable d'au moins 20 ans d'emprisonnement. Alors ces messieurs, crois-moi, on va les déranger. Et t'as vu la tronche du message? Tu as un appareil photo, des rubans PN, des gants en latex? J'aimerais regarder de plus près. Ben non, je ne me promène pas avec la tenue de lapin blanc sur moi. Et dans le coffre, on a bien quelques bricoles. Un aller-retour sous l'orage, ça te tente? On n'appellerait pas Adamkiewicz? Il est à proximité. Non, je préfère qu'il continue là-bas. Tu ne voudrais quand même pas que j'y aille moi-même. La galanterie, t'en fais quoi? Greux bougonna, boutonna son duffle-coat et disparut dans le déluge. Lucie ausculta la serrure et considéra les gendarmes qui grillaient une cigarette à l'abri. L'un d'eux propulsa d'une pichenette une allumette consumée. « Évitez de contaminer l'endroit », râla-t-elle. « Il faut préserver la scène au maximum. Vous le savez bien, non ?»« La PJ lilloise en pleine action », lâcha le plus ventru en se retournant. « Vous avez vu l'ombre d'un cadavre, vous? Encore un délire de jeunes, à tous les coups. Ou des écolos, ils en sont bien capables. Ils sont un poil nerveux ces derniers temps. Eux et les chasseurs, vous savez... » Il haussa les épaules avant de continuer. « Passez-moi l'expression, mais je ne comprends pas bien ce que les Lillois viennent foutre dans notre patelin pour des tags et des allumettes dans une cabane paumée. On nous fait moisir ici. On nous empêche de faire notre boulot alors qu'on a un accident sur les bras. Et avec ce temps, ça risque de ne pas être le seul. » Lucie ne répliqua pas. Elle choisit d'adopter un ton plus conciliant. « Ce refuge est tout le temps ouvert? »« Oui. De toute façon, il n'y a rien à voler, rien à démolir. C'est qu'un vulgaire abri, un toit, un plancher, 4 murs. » Et la clé? La clé de cette porte? Où se trouve-t-elle? Ah, ah, vous réfléchissez déjà à ce message? Ramène la clé. Vous ne chômez pas, vous. Qu'est-ce que j'en sais? Faudrait peut-être passer à la mairie. Mais attention, pas avant 9 heures demain matin, sinon ce sera fermé. Son collègue esquissa un sourire et tira de nouveau sur sa cigarette. Lucie comprit qu'il était inutile d'insister. Elle observa attentivement le sol autour de la cabane. Boue, eau, mélasse. Avec ce qui tombait, aucune chance de prélever la moindre empreinte. Elle promena son regard sur les arbres alentours. Un ravisseur, un abri isolé, inoccupé, un message d'avertissement, incompréhensible, une énigme tordue, des signes annonciateurs d'un sacré boxon. Le professeur. Un dossier géré par Paris, dont elle connaissait à peine plus que ce qu'en avaient dit les médias. Un tueur à l'esprit particulièrement retors, imprévisible, et jamais interpellé. Presque 4 ans. Comment l'auteur de 6 meurtres aurait-il pu s'interrompre et se mettre en veille si longtemps? À de très rares exceptions près, jamais les tueurs en série n'agissaient de la sorte. Leurs pulsions, leurs fantasmes les en empêchaient. Ils devaient tuer, répéter leurs crimes, sans cesse. Elle regretta amèrement de ne pas avoir eu accès à plus d'informations sur cet assassin. Quand Greux réapparut, hors d'haleine, Lucie ôta ses chaussures, ses chaussettes, et sous le regard amusé des gendarmes, enfonça ses pieds mouillés dans des sachets plastiques avant d'enfiler une paire de gants en latex. Elle regagna l'intérieur du refuge, bientôt suivie par son collègue, et mitrailla la pièce de photo. Puis, en prenant soin de ne pas déplacer trop d'allumettes sur son passage, elle s'approcha des morceaux de corde. Des traces de sang. Manon avait la main tailladée. Vu la longueur des liens, son ravisseur a dû la ligoter des pieds à la tête. Les extrémités sont brûlées pour éviter que le nylon s'effiloche, donc ils n'ont pas été coupés. Elle se serait détachée comment alors? Je ne vois pas de nœud.
Quand on se détache, il reste toujours des nœuds. Le nylon enroulé garde une forme particulière, non? Peut-être, oui. Je ne suis pas expert dans les jeux sadomasos. L'autre truc étonnant, c'est que les liens sont tous regroupés au même endroit, presque rangés. Il faudra vérifier dehors, mais a priori, je ne vois pas de bâillon. Bah, il n'y avait pas grand risque qu'on l'entende. On ne peut pas dire que ce soit la foule dans le coin. En plus, il pleuvait comme vache qui pisse. Ouais. Ou alors, elle était inconsciente. Elle observa les murs un à un avec une attention chirurgicale. Le type avait dû repérer l'endroit pour s'assurer qu'il ne serait pas dérangé durant la mise en place de son effet. Un gars du coin? Pas forcément. Elle réfléchit à voix haute. Il l'amène ici ligotée et inconsciente. Il la pose dans l'angle et défait ses nœuds, inscrit son avertissement sur le mur, répand ses kilos d'allumettes avant de disparaître. À son réveil, Manon n'a plus qu'à s'évader, abandonnée à son amnésie. Vachement logique. Enlever quelqu'un pour le laisser fuir ensuite. Sans répondre, Lucie se pencha vers les allumettes. Il s'est peut-être juste servi d'elle pour nous orienter ici et nous délivrer son message, une personne incapable de se souvenir de son visage, ce qui implique qu'il la connaissait, de près ou de loin, ou alors il a eu accès à son dossier médical. Puis il y a ces étranges cicatrices, peut-être que... La voilà repartie dans son trip, se dit Greux en soupirant. Mais pourquoi tant d'efforts ? S'interrompit Lucie. Pourquoi pas un simple coup de fil anonyme qui nous aurait directement amenés ici? Pour la beauté du geste, à coup sûr, répondit ironiquement le major. Le coup de fil? Trop minable. Lucie releva légèrement le menton. Tu te fous de moi? Non, mais bon. En général, on n'a pas vraiment affaire à des lumières. Lucie se redressa, les mains sur les genoux. Note qu'il faudra vérifier si la branche qui a provoqué l'accident n'a pas été sciée. Notre kidnappeur serait bien capable d'avoir poussé son délire jusque-là. Greux mordilla le capuchon de son stylo sans ouvrir son carnet. Bon là, faut quand même pas abuser. Il n'existe que dans les films et dans votre tête, ces malades. Lucie le fusilla du regard. Greux se mit à rougir, soudain conscient de sa bévue. Tous, à la brigade, connaissaient son abominable histoire avec cette gamine diabétique. La chambre des morts, où la réalité avait largement dépassé la fiction. La flic finit par s'orienter vers les curieuses inscriptions. Peinture, constata-t-elle. Heureusement, vaut mieux ça que... Enfin, vous comprenez. Oui, je vois. Ramène la clé, retourne fâcher les autres, et trouve dans les allumettes ce que nous sommes, avant 4 heures. Quel charabia! J'ai horreur de ça. Quelle clé! Toutes ces allumettes, vous avez une idée? Lucie secoua la tête. Trouve dans les allumettes ce que nous sommes. Peut-être qu'il faudrait les compter, mais ça nous prendrait des heures, sans oublier qu'on a une chance sur 2 de se tromper. Il y en a tellement. Et quand bien même, pour sûr, on obtiendra un nombre, 5 000, 10 000 ou 15 000, voire 10 540 et 1 ou 15 569. Et alors, ça nous avancerait à quoi? Lucie pivota sur elle-même. Il nous manque la clé. Qui sont les autres? Tu remarqueras qu'il a noté ce mot avec une majuscule. Greux relut rapidement la phrase sur le mur. Bah ça non, j'avais pas vu. Non mais c'est pas vrai. Là ça commence à bien faire, Major, ok? Lucie considéra sa montre, nerveuse. Il nous reste à peine 3 heures. Il faut compter. Je suis persuadé qu'il faut compter. Franchement, je ne suis pas chaud. J'ai déjà les yeux explosés. Elle se baissa de nouveau, ses doigts glissèrent sur les fines tiges de bois. Trouve dans les allumettes ce que nous sommes. Manon a un rôle là-dedans. Il s'est servi d'elle pour nous alerter, nous amener ici dans des délais qu'il a lui-même fixés. Elle se redressa brusquement. Elle venait de comprendre pourquoi le ravisseur avait libéré sa proie. C'était une évidence. Manon était la clé.
celle qui comprendrait le message. Elle sortit sur le perron, toujours le grondement de la forêt autour d'eux. Les gendarmes jetèrent simultanément leurs mégots par terre. « Est-ce que vous avez touché aux allumettes ?» demanda-t-elle. « En avez-vous ramassé ?» Le plus replet, encore lui, la considéra d'un air surpris. « 2, 3, oui. On s'est amusé à en griller quelques-unes, avec notre cigarette. Fallait bien passer le temps en vous attendant. Combien, 2 ou 3 ? Quoi ? Mais j'en sais rien. 2, 3, 8, 12. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y en a des milliers d'autres ici. Vous n'allez pas pleurer pour quelques allumettes? Il y a quand même plus important dans le monde, non? Lucie sortit son portable. Je réveille le commandant de la brigade, qu'il se débrouille avec le parquet de Valenciennes pour nous donner des moyens et lancer la procédure judiciaire. Vous êtes folle ou quoi? Pourquoi vous voulez alerter la cavalerie? Le gendarme jeta un œil vers son collègue. Après tout, c'est vous que ça regarde. C'est vous qui aurez les chiens sur le dos, pas nous. Lucie ne se laissa pas impressionner. Messieurs, je fais appel à votre bonne volonté et à votre collaboration. Dès les prélèvements de la scientifique effectués, il faudra compter ces allumettes, y compris celles balancées dans la boue. Et sans erreur. C'est un gag, là? Lucie prit son air mauvais. Elle haussa sérieusement le ton. Ça y ressemble. Je fais mon job, voilà tout. On a en face de nous un type qui a séquestré une femme et qui nous pose un ultimatum. Vous voudriez faire quoi? Rester ici et attendre? Les 2 gendarmes gardèrent le silence. Lucie se retourna vers la porte. « Greux, à partir de maintenant, veille à ce que personne ne touche plus à rien. Je retourne à l'hôpital. Manon est la clé. » Au téléphone, le commandant, qu'elle sortait du lit, la reçut vertement. Mais face à son acharnement, il comprit rapidement l'importance de la situation. Il savait que dans toute enquête, les premières heures sont les plus précieuses. Il fallait agir vite. Une demi-heure plus tard, la police scientifique assiégerait les lieux. Après son appel, Lucie partit en courant dans la forêt. Elle devait regagner sa voiture, rejoindre la jeune amnésique. Cette quantité effroyable d'allumettes, comptée. Était-ce réellement la solution ou une perte de temps? S'agissait-il d'un traquenard destiné à attirer inutilement l'attention, à monopoliser les ressources de la police? Et surtout, qu'allait-il se passer à 4 heures? Que pensez-vous qu'il va se passer dans le prochain chapitre? Lucie parviendra-t-elle à déchiffrer le message laissé par le ravisseur avant que le temps ne s'écoule? Quel secret pourrait être révélé au sujet de Manon et des mystérieux autres? L'énigme des cicatrices. Audio Bookscape. Chapitre 10. Frédéric Moinet se gara en catastrophe sur le parking de l'hôpital Roger Salengro. Il claqua la portière de sa BMW dernière génération et disparut dans le hall des urgences. Après vérification de son identité, on lui indiqua le numéro de la chambre où sa sœur avait été admise. Il s'y précipita en courant, son long imperméable gris bruissant dans le sillage de sa mince silhouette. Il pénétra dans la pièce, légèrement éclairé par une veilleuse. Un homme, assis sous un poste de télévision suspendu au mur, se leva immédiatement pour le saluer, le docteur Vandenbusch. « Merci de votre appel », fit Frédéric en serrant la main du neurologue. « Mais pourquoi n'avoir rien voulu me dire au téléphone? Que s'est-il passé? Comment va-t-elle » Frédéric transpirait d'inquiétude. C'était un homme tout en nerfs. Sa chevelure d'un noir sévère, rejetée vers l'arrière, renforçait l'impression qu'il donnait d'un bolide propulsé à 100 à l'heure. « Rassurez-vous, elle va bien », expliqua le médecin avec un très léger accent belge. « Elle dort, on lui a administré un sédatif. » Frédéric s'empara d'une petite housse crème dans la poche intérieure de sa veste. « Je l'ai...
Il se trouvait à côté de son ordinateur, dans son appartement. Le médecin s'appuya contre le mur, visiblement soulagé. Dieu merci. Frédéric Moinet extirpa le N-Tech de sa pochette en cuir et le posa sur une tablette à côté du lit. Son interlocuteur l'entraîna vers le fond de la pièce. Il était complètement décoiffé, bien différent du Vandenbush impeccable, monolithique, qu'il avait l'habitude de rencontrer. Écoutez, Frédéric, votre sœur a été retrouvée par la police. Elle était en train d'errer dans les rues de Lille, trempée en survêtement, complètement désorientée. Frédéric se passa les mains sur le visage en soufflant lentement, puis il plissa les yeux. Quoi? Mais elle ne peut pas s'être égarée dans Lille. C'est la ville de son enfance, elle en connaît les moindres recoins. Elle ne s'est pas vraiment perdue. Elle était à bout de souffle. Vandenbush gravit les gorges. Il paraissait gêné. Je n'en sais pas plus pour le moment, mais elle aurait été séquestrée. Elle présente des traces caractéristiques aux poignets et aux chevilles, des marques de lien. Frédéric se raidit instantanément. Séquestrée? Vous plaisantez, j'espère. Je l'ai encore vue ce matin. Il s'approcha de sa sœur et lui caressa doucement le front. Puis il s'adressa de nouveau au médecin. Et vous allez continuer à me dire que cette fichue campagne de publicité ne présente aucun risque. Vandenbush avait préparé sa réplique. Frédéric Moinet s'était toujours farouchement opposé à ce que sa sœur devienne l'égérie de N-Tech. Si nous avions estimé qu'exposer son image la mettrait en danger, jamais nous ne l'aurions fait, et vous le savez. Alors de quoi parle-t-on? D'une coïncidence? Ma sœur se serait fait kidnapper par hasard juste après le lancement de la campagne? Il n'y a pas de hasard, monsieur Vandenbush. Le médecin lui agrippa le bras pour l'éloigner du lit. Il répondit calmement. Le cambriolage a eu lieu il y a plus de 3 ans. Et à quand? Comment pouvez-vous imaginer un seul instant que la même personne s'en prenne à la même victime, simplement parce qu'elle aperçoit sa photo sur une affiche publicitaire? Ceci n'a aucun sens. Il regarda Frédéric droit dans les yeux et continua. Voilà plus de 2 ans que je me démène pour Manon. Je sais, et vous savez, qu'elle a besoin d'aller de l'avant. Memory Node est un programme primordial pour elle, pour son équilibre. Il est surtout essentiel pour votre carrière. Ma sœur n'est pas un pantin. Le neurologue soupira. Ne rentrons pas une nouvelle fois dans ce débat. Pas ici. Ce n'est pas parce que Manon ne se rappelle pas de la majeure partie de ses actes qu'elle n'est pas responsable. Elle a conservé toutes ses capacités intellectuelles, elle progresse tous les jours et se débrouille mieux que quiconque. C'est à elle et à elle seule que revenait cette décision. Elle a accepté l'offre de N-Tech et son argent pointe à la ligne. Frédéric secoua la tête dépité. J'ai dû céder notre entreprise familiale pour revenir ici, pour la mettre à l'abri de son agresseur. Je l'ai éloignée de Caen, de cette ville où notre propre sœur a été assassinée, de cette ville où elle a perdu la mémoire 6 mois plus tard. Je vis avec elle dans la même maison, je l'ai aidée à affronter son handicap, à oublier le professeur. Et à présent, je vous comprends bien, mais Manon est ma patiente, et elle est aujourd'hui plus épanouie que jamais. Memory Node lui fait un bien immense. Ce programme l'a transformée. Vous ne pouvez dire le contraire. Frédéric garda le silence. Vandenbush se frotta les sourcils, l'air soudain embarrassé. Frédéric, il y a quelque chose que vous devez m'expliquer. Un fait intrigant qui me tracasse. De quel genre? Le spécialiste se dirigea vers Manon. Il souleva délicatement le drap, puis le haut de sa tunique verte. Ces cicatrices... Frédéric se figea. C'est bien ce que je pensais, poursuivit le neurologue. Vous étiez au courant. Celle-ci, rejoint les fous, proche des moines, a été faite par un gaucher. Il désigna la montre de Frédéric, qui encerclait son poignet droit. Et vous êtes gaucher. Comment vous...
Les cicatrices ont une mémoire. Quand on observe ces scarifications de près, on devine, à l'orientation des berges dermiques, dans quel sens ont été tracées les lettres. C'est très subtil, surtout dans le cas présent, où le texte est écrit de façon inversée. Cependant, on le voit à la forme des rondes, les O notamment. Je suis moi-même gaucher, ou plus précisément ambidextre. Ce genre de détail ne m'échappe pas. À quoi cela rime-t-il? Frédéric explosa. Vous n'avez pas à le savoir. Pour qui vous prenez-vous à violer ainsi l'intimité de ma sœur? Si le secret médical a été trahi, Le docteur Flavien n'a nullement trahi le secret médical. Il était persuadé que j'étais au courant, et j'aurais dû l'être. Pourquoi? Je l'ai aidée à se scarifier de la sorte parce qu'elle m'en a supplié, tout simplement. Elle vous en a supplié? Inscrire cette absurdité dans sa chair était devenu pour elle une obsession. Elle disait sans cesse que c'était la seule solution, la seule façon de conserver une information 100% fiable, que sur son corps, personne ne pourrait venir l'effacer, ni la trafiquer. Le regard absent, Frédéric paraissait revivre cette épreuve pénible. Je n'ai pas eu le choix, elle était presque hystérique. Vous savez parfaitement comment elle se comporte quand elle a une idée en tête. Elle la note partout, l'enregistre sur bande audio, se la répète sans jamais s'interrompre. Alors, je l'ai fait pour la soulager. Et parce qu'elle n'avait pas le courage d'agir seule, comme elle l'avait pourtant fait la première fois. Ainsi, elle s'est elle-même infligé l'autre mutilation? Elle ne m'en a jamais parlé. Pourquoi l'aurait-elle fait? Parce que cela fait partie de la thérapie. Plus du tiers de mes patients se scarifient, voyez-vous. Ils utilisent leur corps comme des parchemins. Et savez-vous de quelle façon tout ceci se termine? L'hôpital psychiatrique. Que signifie cette phrase « rejoins les fous »,« proche des moines » et cette histoire de tombe? Pourquoi cette brusque interruption? C'est assez compliqué, et je n'ai pas envie de vous expliquer cela maintenant. Ce n'est ni l'endroit ni le moment. Encore un rapport avec le professeur, n'est-ce pas? Frédéric ne répondit pas. Il replaça la tunique, puis le drap, d'un geste tendre. Vandenbusch n'insista pas. Il répéta néanmoins « Oui, vous auriez dû m'en parler. » Frédéric se retourna vers lui. Il serra le poing et se mit à crier « Il faut retrouver l'ordure qu'il a enlevée. » Manon remua légèrement les lèvres. Frédéric vint s'asseoir sur le bord du lit. « Je suis là, ma petite sœur, ne t'inquiète pas. » Il prit la main de Manon. Il sentit alors sous ses doigts une croûte de sang coagulée. Intrigué, il la retourna vers lui. Le message le frappa comme un coup de couteau. « PR de retour. » Frédéric sentit ses jambes se dérober sous lui. Le passé venait de refaire surface. Ce passé que Manon traquait avec un acharnement sauvage, jour après jour, à s'en rendre malade. Le professeur. Frédéric s'empara d'un rouleau de gaz qui traînait sur la tablette et d'un geste nerveux, se mit à bander la main endolorie. Cacher la vérité. Derrière lui, Vandenbusch ne bougeait plus. Toute son attention s'était focalisée sur l'organiseur. Il demanda « Quelque chose me tracasse, depuis tout à l'heure. Le N-Tech. Vous dites que vous l'avez trouvé chez elle. » À côté de son ordinateur. Et sa porte d'entrée, elle était ouverte, l'interrompit Frédéric en terminant le bandage. Vous savez comme moi que Manon ne se sépare jamais de son N-Tech. Dès qu'elle met le nez dehors, elle le prend avec elle. Frédéric, je pense que Manon a été enlevée chez elle, chez vous, dans votre propre maison. Moinet devint livide. Je reviens. Il me faut un café. Il se rua vers la sortie. Dans le hall, il croisa une jeune femme qui courait, le regard décidé. Une blonde à la chevelure bouclée avec de vieilles rangers couvertes de boue. Comment pensez-vous que l'histoire va évoluer? Quelles nouvelles révélations ou confrontations pourraient se produire dans le prochain chapitre? Partagez vos théories. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
Audiobookscapes.